Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette table ronde qui va examiner les rapports de manière beaucoup plus large entre les collectionneurs de dessins et puis le marché de l'art de manière générale, que nous allons essayer d'appréhender évidemment à travers la spécificité de ce médium, mais nous essayons aussi de le distinguer par rapport aux autres supports contemporains. Nous avons préparé évidemment cette table ronde, mais je sais bien que ce que préfèrent les participants à ces tables rondes, c'est justement de pouvoir intervenir, poser des questions. Donc vous êtes libre à tout moment de réagir si vous souhaitez intervenir sur tel ou tel point. Si vous souhaitez poser des questions évidemment aux intervenants, n'hésitez pas. Mon souhait, c'est que nous ayons un échange avec la salle pour que cette table ronde soit pas simplement un échange entre les participants, mais aussi un échange avec la salle. J'avais un certain nombre de questions évidemment à vous poser, et je vous poserai peut-être la première question à vous, Nathalie, de manière assez spécifique. Est-ce que, et ça va nous permettre d'appréhender la différence entre le dessin et puis les autres médiums de l'art contemporain, je pense aux installations, à la vidéo, est-ce que dans le processus d'achat, de sélection, la façon de regarder une œuvre, est-ce qu'on peut identifier un rapport différent au choix d'un dessin par rapport au choix d'une vidéo, d'un tableau ou d'une installation en général? Je crois pas. Je crois pas. Je pense que, enfin, a priori, quand j'ai cette démarche d'acquisition ou d'achat, disons que ça peut. Je n'ai pas une orientation spécifique pour le dessin, ce n'est pas une ligne de choix. Ça peut être toutes sortes d'autres éléments, des installations, des sculptures, de la photographie. Mais c'est vrai que, je m'aperçois a posteriori que j'ai beaucoup de dessins. Donc ça n'est pas une volonté d'aller vers le dessin, mais souvent, a priori, moi j'aime bien collectionner des choses qui sont un petit peu radicales, peut-être un peu même conceptuelles. Et en fait, très souvent, dans mes choix, je réalise a posteriori que pas mal de pièces dans la collection sont du dessin. Alors pourquoi? C'est pas délibéré. Il se trouve que vous avez été. C'est pas offensif. C'est plutôt voilà, c'est un constat après coup. Mais il se trouve que c'est vrai que moi j'aime beaucoup le dessin. C'est quand même un médium qui a une force assez incroyable. Je pense que c'est quelque chose. L'artiste n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Il y a quelque chose d'assez authentique dans la démarche, le trait. Et très souvent, les grands artistes, quel que soit d'ailleurs le médium qu'ils favorisent, de toute façon, le dessin fait très souvent partie, évidemment en art contemporain, d'une façon, d'un process par lequel ils travaillent. Et les plus grands artistes passent par le dessin. Alors maintenant, le processus d'acquisition, je pense que ce soit une vidéo, un dessin, ou pour moi, c'est à peu près toujours le même. J'ai d'abord un thème que je développe, ou un artiste, où j'ai un focus sur quelque chose, et ensuite, c'est ce qui me touche. Bien sûr, après, il y a pas mal de différences entre le dessin et d'autres types de médiums. Mais en tout cas, au niveau du processus... Parce que vous me disiez quelque chose d'intéressant quand on a préparé cette discussion. Vous me disiez, autant parfois on peut passer très peu de temps devant une installation, devant un tableau. En revanche, devant un dessin, on passe beaucoup de temps parce qu'on a un rapport assez intime avec le dessin. Mais c'est ça, en fait. C'est ce que je pense être vraiment la force du dessin. C'est qu'en fait, d'abord, c'est très fragile. Hein. Il y a un rapport de taille au dessin. C'est tout petit. On est obligé de plonger dedans. Et cette fragilité, elle pousse à l'imaginaire. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. C'est en ça que le dessin est assez conceptuel. C'est qu'en fait, l'imagination et le narratif de celui qui regarde devient très actif. Et on n'est pas absorbé par l'immensité d'une pièce ou par une image qui bouge comme dans une vidéo. Il y a vraiment une démarche assez conceptuelle, en fait, que le regardeur fait en travaillant et en rentrant dans le dessin. Et ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. Donc finalement, on passe peut-être plus de temps à regarder un dessin et à acheter un dessin. C'est ce que je vous disais quand je trouverais assez amusant qu'on ait une statistique et dans les musées, par exemple, quand les gens, combien de temps on passe devant une œuvre, une peinture ou une sculpture. Je pense que ça se chiffre en quelques secondes. Le dessin, soit on passe et on ne le regarde pas, soit on s'arrête.
et on regarde, parce qu'il y a un rapport de taille, c'est petit, il faut faire un effort en fait. Il faut faire un effort. C'est plus intime. François Michel, vous qui êtes un autre collectionneur professionnel, est-ce que vous avez une démarche différente quand vous voulez acheter un dessin par rapport à un autre type d'art contemporain? Non, pas vraiment différente, mais je voudrais ajouter que j'aime bien en particulier... j'aime bien constituer des ensembles, en fait, c'est-à-dire de suivre un artiste depuis le début. J'aime bien découvrir un peu des jeunes artistes et donc procéder à un ensemble d'œuvres et aussi rechercher. Il y a des problèmes de Larsen et aussi Excusez-nous. Oui, problème technique. Et donc le dessin en fait fait partie de cet ensemble parce que le dessin souvent c'est ou bien un dessin préparatoire en tant que tel et donc à travers le dessin en fait on s'approprie un peu l'univers de l'artiste et on comprend un peu sa démarche créative en fait. C'est-à-dire qu'on est un peu plongé ou dans ses hésitations ou même j'ai un dessin en particulier de Fabrice Hibert où tout est effacé, refait, recommencé et c'est assez passionnant de voir ça. On est un peu dans la marche en fait créative de l'artiste et ça je trouve que c'est passionnant et par rapport à une installation où j'aime bien avoir ce process comme ça qui souvent démarre à partir d'un dessin. Et puis il y a aussi une autre démarche, ce sont des artistes dessinateurs en tant que tels. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a un développement de ces artistes. Et ici, il y en a beaucoup d'exposés d'ailleurs. Je pense à Marc Boerd, Ovalouche, etc. Enfin, parmi les gens, ou Jean-Hugues Vernin, des gens que j'aime bien. Et donc, l'achat là, n'est pas fait autrement que d'acheter un tableau, une vidéo. Pas de différence. Non, pas de différence. Sauf qu'évidemment, et ça je suis complètement d'accord, le dessin, on s'approprie en dessin, c'est vrai, avec du temps. Que ce soit d'ailleurs un grand format ou un petit format, c'est vrai qu'on est porté à le détailler, à le comprendre et vraiment de se l'approprier en fait. Et s'approprier justement le travail de l'artiste. Il y a quelque chose de très éminemment personnel d'ailleurs. Un dialogue qui se fait entre l'œuvre et le regardeur, mais aussi entre le regardeur, le collectionneur et aussi l'artiste qui l'a fait. Je crois que c'est vraiment très vrai que une œuvre, un tableau, une photo se regarde peut-être plus rapidement, plus on passe devant et c'est vrai qu'elle accroche ou elle accroche pas. Un dessin, il faut vraiment prendre le temps. C'est une notion importante. Donc, partons du principe qu'il n'y a pas énormément de différence dans l'acte d'acquisition et le regard qu'on peut poser sur une œuvre. Donc venons-en au marché proprement dit. Et j'ai envie de me tourner vers vous, monsieur Tudor Davies, qui est, donc, je le rappelle, directeur du département impressionniste et d'art impressionniste et moderne chez cette belle maison qu'est Christie's. Je voulais vous demander, et je poserai la question tout à l'heure à Nathalie et à François Michel, on dit toujours qu'il y a deux instances de reconnaissance et de validation de l'art contemporain. Il y a la validation par le secteur public, les centres d'art, les FRAC, les musées, et puis le travail des critiques qui vont reconnaître, adouber en quelque sorte l'art contemporain. Et puis il y a une deuxième instance qui est celui du marché, et c'est par toujours les mêmes instances de validation. En préparant cette table ronde, moi j'ai eu le sentiment, je voudrais avoir votre point de vue là-dessus, et puis après Nathalie et François, j'ai eu le sentiment qu'on trouve beaucoup plus de dessins dans le secteur marchand, auprès des galeries. Je pense en particulier à ce salon qui a été créé, je crois, il y a 5 ou 6 ans, et qui a peut-être, en cristallisant une offre, ouvert un appel d'air. Et donc la question que je vous pose, c'est est-ce qu'au fond,
à ce moment du marché du dessin, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est plus le marché qui crée la valeur, qui adoube les artistes, plus que traditionnellement les centres d'art, les FRAC et autres lieux publics? Évidemment, je suis mieux placé en étant spécialiste chez une maison de vente pour parler du marché proprement dit que les institutions, etc. Mais en tout cas, chez Christie's, l'activité que nous retrouvons autour de nos ventes de dessins, si on peut le dire, témoigne d'un engouement de la part du public et des collectionneurs pour le dessin comparé à d'autres disciplines. Et je pense que c'est intéressant d'étudier le pourquoi. Souvent, quand on étudie un marché, on veut savoir quelle est la dynamique qui fait monter le marché. Est-ce que c'est le fait que les œuvres sont de plus en plus appréciées et donc de plus en plus cotées et du coup avec un prix par œuvre ou par artiste qui monte, est-ce que ça fait venir d'autres œuvres? Et du coup, parce qu'on en parle, parce qu'on a des systèmes, des organisations de presse, etc., assez puissants derrière nous, est-ce que c'est la publicité autour, du coup, qui renforce ça? Et c'est un cercle vertueux, on peut le dire comme ça. Et certainement, avec la vente qu'on a fait cette semaine, je peux répondre absolument positivement que chaque fois qu'on organise une vente de dessin, c'est ce qu'on retrouve, c'est qu'on a une offre qui répond au fait que la demande est de plus en plus forte. Je suis moins bien placé pour parler je pense, des décisions qui sont prises au niveau d'institutions. Pourquoi? Alors peut-être, et après vous Nathalie, François Michel, donc entre le secteur public et le secteur privé, est-ce que, contrairement à d'autres médias, est-ce que le secteur marchand ne s'est pas emparé plus vite que le secteur public du dessin contemporain? Le secteur marchand, oui, mais les dessins, il fallait un peu les chercher aussi. Sauf peut-être pour les dessinateurs qui en font une pratique principale. Mais souvent, dans les galeries, les dessins étaient ou dans le showroom, ou dans la réserve, ou dans des cartons. Il fallait un peu demander aux galéristes s'il y avait quelques feuilles disponibles. Les maisons de vente, c'est vrai que les ventes de dessins contemporains, je pense qu'il n'y en a pas vraiment. Souvent, c'est noyé dans les ventes donc 20e siècle contemporaines, enfin 21e siècle maintenant et contemporain. Les institutions, par contre, moi je trouve que assez tôt, on a vu, notamment au FRAC Picardie, qui est spécialisé un peu dans ce... Lecointre a fait un travail formidable sur le dessin, et d'autant plus qu'il a... moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans son travail, c'est qu'il a formé aussi des ensembles qui constituent justement une approche vraiment assez précise du travail de l'artiste, que ce soit un travail préparatoire à une œuvre ou le travail final en tant que dessin. Le cabinet d'art graphique à Pompidou est présent, mais à mon avis pas assez contemporain. Au niveau des FRAC, je crois qu'il y a eu... Je le note, donc. Au niveau des FRAC, je pense qu'il y a eu, ou même au niveau des collections des FRAC, il y a eu un grand effort au niveau des dessins. Mais depuis quand ce grand effort au Picardie, c'est au moins depuis les années 80. Enfin, on voit assez souvent des expositions de dessins. Il y a quelque temps à Clermont-Ferrand, Lille, au FRAC Normandie aussi à Sotteville. On a vu une exposition assez intéressante des dessins qui avaient été achetés par ce FRAC, qui couvrait d'ailleurs toute la diversité du genre. Parce que le dessin aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une œuvre sur papier? Est-ce que c'est simplement utilisé
un crayon, une aiguille ou je ne sais pas quoi. Ici, on voit un artiste qui travaille à la fois le collage, la broderie, le dessin. Ça regroupe aussi beaucoup de choses, en fait. Et le dessin en lui-même est peut-être pas vraiment intéressant. C'est une œuvre, en fait. C'est l'approche d'une pratique, en fait. Donc je pense qu'en fait plus ça va, plus ça se développe, hein. Et on voit bien que les maisons de vente commencent à s'y intéresser, qu'il y a de très belles expositions dans des institutions ou des lieux d'art autour du dessin, ou pas seulement, parce que je pense qu'il est aussi intéressant de cloisonner le dessin, c'est bien, mais aussi c'est le présenter par rapport au reste des productions. Souvent les dessinateurs, même ceux qui travaillent en tant que dessinateurs professionnels, entre guillemets, souvent font aussi de la vidéo, travaillent de la sculpture, enfin Merel par exemple, avec des sculptures. Boer fait aussi des films qui sont des films animés. Donc en fait, on ne peut pas isoler non plus complètement le dessin. Le dessin fait partie du tout du monde de l'art, quoi. Nathalie, sur ce débat public-privé, qui fait le marché, qui crée l'offre? Déjà, je voudrais juste reprendre un peu ce que vous disiez, parce que moi, effectivement, je pense je vois beaucoup plus de dessins en galerie et sur le marché que dans les centres d'art. Bien que j'en vois, mais une des choses qui me vient à l'esprit, c'est que le centre d'art, ou en tout cas les commissaires d'exposition dans les centres d'art, ne réfléchissent pas nécessairement par médium. Et là, je vous rejoins. C'est-à-dire qu'il y a une thématique, il y a un choix d'artiste, donc le dessin fait partie intégrante d'une forme d'exposition, mais dire je fais une exposition de dessin, c'est pas nécessairement la vocation d'un centre d'art. Et deuxièmement, dans un centre d'art, il y a de la place, et il y a beaucoup d'espace souvent. Et gérer cet espace, c'est plus facile de le gérer avec des installations, des sculptures, des grands formats, que de le gérer avec du dessin où il y a une exigence, encore une fois. Je trouve que dans le dessin, il y a de toute façon une grande exigence du regard, de l'installation, de la perception. Et finalement, dans les centres d'art, installer de manière, entre guillemets, monumentale, hein, c'est quelque chose qui est plus courant et qui est, il faut le dire aussi, plus tendance. Quelque part, c'est plus à la mode de montrer des œuvres grandes, larges. C'est comme ça, c'est l'air du temps. Ça, c'est une première chose qui peut-être, dans mon esprit, explique... bon. La seconde chose qui, à mon avis, est au moins aussi importante, c'est que finalement, la vocation d'un centre d'art et celle d'une galerie, évidemment, ça paraît c'est béotien, c'est pas la même. Bon. Ah bon? Mais la galerie, expliquez-nous ça. C'est logique, la galerie a un objectif commercial. Il y a une chose qu'on n'a pas dit, je crois, depuis le départ, et qui est quand même assez important, c'est que le dessin, c'est quand même un... Allô? Monsieur le technicien. Merci. Je pense qu'il y a une chose qui est importante pour nous, collectionneurs, c'est que le dessin, c'est abordable. C'est beaucoup moins cher que beaucoup d'autres... du coup, ça s'ouvre à des collectionneurs, plus ou moins, ça peut aussi être relativement élevé. Mais disons que vous êtes jeune collectionneur, vous commencez par du dessin, c'est réalisable. Et quelque part, je pense que, et j'en reviens aux galeries, une des raisons pour lesquelles les galeries et le marché développent le dessin, c'est qu'elles le développent pour les collectionneurs. Or, vous avez de très bons artistes, on pourrait en citer beaucoup, pour qui le dessin est aussi un médium formidable. Je prends des gens comme Adel Abdesemed. La sculpture de Zidane, difficile. Par contre, il a des dessins brillants. Philippe Parreno, qui a occupé le palais de Tokyo de manière gigantesque, il a des dessins inouïs. Pierre Huyghe, c'est pareil. Donc, il y a des grands artistes qui utilisent plusieurs médiums, parce que là aussi, en art contemporain, je crois que les grands artistes contemporains passent comme d'une passerelle d'un médium à un autre, et je suis d'accord avec vous pour dire on ne s'arrête pas au dessin plus qu'à la peinture, mais disons qu'en tout cas, du point de vue de l'acquisition, on peut avoir des œuvres qui ne sont pas des dérivés, mais qui sont de vraies œuvres à part entière, avec une grande qualité et une grande sensibilité, de grands artistes. Et je crois que
Bien sûr, les galeries ont compris ça depuis longtemps. Et que ce qu'elles proposent aux collectionneurs, c'est ce que les collectionneurs peuvent acheter. Ce qui explique que nos professeurs, entre guillemets, dans les galeries, nous apportent plus de dessins que d'autres sources de marché. Mais pour l'histoire, vous qui collectionnez depuis quelques années, est-ce que, non pas que je tienne absolument à faire la promotion de ce salon, mais le fait qu'il y ait eu, il y a 5 ou 6 ans, je ne sais pas exactement la date de création du salon, mais le fait qu'il y ait eu un salon qui a rassemblé 8 ans. Merci madame. Le fait qu'il y ait eu il y a 8 ans un salon qui a rassemblé une offre de dessin, est-ce que ça n'a pas créé un appel d'air et incité un certain nombre d'artistes à sortir de leurs ateliers des dessins qu'ils n'auraient peut-être pas osé donner à leur galerie avant? Donc est-ce que le marché, encore une fois, n'a pas finalement créé à la fois une demande et une offre? C'est exactement ça, c'est ce que vous appeliez le cercle vertueux. Oui. C'est qu'en fait, je pense que l'existence de Drawing Now nourrit l'offre et la demande quelque part. D'abord parce qu'il fédère beaucoup de galeries, beaucoup de collectionneurs manifestent un intérêt et de plus en plus jeunes. Et du coup, l'offre, elle aussi est là. Et puis, moi, je trouve que le dessin, c'est très jeune. Il y a un rajeunissement incroyable dans le dessin contemporain. Il y a une véritable création. C'est très intéressant. Et encore une fois, c'est le cercle vertueux. L'artiste crée, la galerie transmet, le collectionneur acquiert. François-Michel, vous voulez réagir? Non, par rapport à... Oui, allez-y, Tudor. Pardon. Juste pour revenir au point institutionnel, est-ce qu'on va voir une augmentation de la présence de dessins qui sont mis en avant? Je pense à une chose, c'est que puisque le dessin est par sa nature plus abordable et évidemment au centre, ça reste au centre de la production artistique, c'est pas impossible, je pense, que les institutions qui souffrent quand même de façon assez dramatique, je pense actuellement, pas qu'en France, mais un peu partout, soient obligés de se concentrer quand même sur le dessin comme un chemin d'acquisition plus que les autres objets. Ah, ça c'est intéressant. Ça vous dit, le dessin est moins cher, alors du coup les budgets d'acquisition des institutions étant en baisse, on va se reporter sur le dessin qui est moins onéreux. Je pense que de toute façon le dessin représente, que ce soit pour une institution ou pour n'importe quel acheteur, un rapport qualité-prix qui est quand même plus intéressant souvent que il vaut mieux acheter un très bon dessin par un bon artiste ou un artiste qui est reconnu plutôt que un mauvais tableau par un mauvais artiste. Ouais, peut-être comme ça. Et surtout si les institutions, j'imagine qu'en général ils ont quand même des comptes à rendre, donc il vaut mieux. Je peux pas. En général. Je voyais que 2-3 personnes avaient envie de réagir, peut-être dans la salle. Non? Non, madame, non plus. Tudor, je reviens à vous sur les... Alors vous avez quand même une particularité, vous êtes un peu quand même le loup dans la bergerie ici, puisque au-dessus et à côté, il y a plein de galeries, et que vous représentez l'une des 2 premières maisons de vente internationales, sinon même la première, je crois, puisque vous dépassez Sotheby's de 500 millions de dollars, si je me souviens bien. Et donc il y a évidemment une concurrence entre les galeries et les maisons de vente. Alors on sait bien que les maisons de vente sont plutôt tournées vers même résolument tournées vers le second marché, c'est-à-dire des œuvres de revente. Est-ce que vous commencez à sentir un frémissement des maisons de vente donc, pour le dessin? Je sais que vous avez fait une vente réussie, mais vous allez en dire 2 mots, de dessin impressionniste et moderne. Donc là, on est quand même dans une catégorie qui est un petit peu à part. Est-ce que vous sentez un frémissement du second marché pour le dessin entre le moderne et le contemporain, disons? Oui, absolument. Enfin, je peux répondre peut-être en deux parties. Oui, si la question c'est est-ce que le marché se porte bien pour le dessin impressionniste moderne, ben absolument. Je peux répondre positivement. La vente qu'on a fait, on a vu des prix très forts sur beaucoup d'artistes, que ce soit Toulouse-Lautrec ou Lucien Freud. Pour les raisons pour lesquelles on a parlé, c'est un support qui est à la fois assez abordable, enfin, selon les budgets de chacun, évidemment. Excusez-moi, le Freud, il s'est vendu combien? 280 000 €. Et le prix moyen d'un tableau de Freud, c'est combien?
Ça dépend du tableau, mais en général, oui. il faut. Moi, je pense que le rapport prix entre un dessin et un tableau, il faut rajouter un zéro. Un zéro de plus. Donc 3 millions de dollars pour un tableau de Freud et 300 000 euros ou dollars plutôt pour. D'accord. Pardon, continue. Surtout que c'était un autoportrait qu'on a vendu, donc un autoportrait de Freud, oui, il faut imaginer. Mais dans une deuxième partie, je répondrai, moi j'ai du mal à penser que les maisons de vente, un jour, vont devenir un acteur dans le marché primaire, enfin, le premier marché. C'est pas du tout notre vocation. On a une démarche qui est complètement différente que les galeries. Nos clients, on est intermédiaires. Nos clients sont les vendeurs ou les acheteurs, et pas les artistes. On travaille sur la base d'une estimation qui est un outil de marketing, en fait, une mise à prix, une mise au marché, et pas un prix qui protège le code d'un artiste. Ce qui protège l'artiste chez les maisons de vente, c'est le marché qui répond évidemment au prix qui est suggéré, mais à la qualité de l'œuvre. Et je pense que la maison de vente on n'a pas une organisation qui va nous permettre de faire le travail de représentation d'un artiste qui est, je pense, très complexe et qui demande une relation assez intime finalement avec cet individuel. Et chez Christie, par exemple, on a une convention de ne pas vendre des œuvres actuelles dans nos ventes. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre actuelle ? Non, je ne dirais pas que c'est contemporain, parce qu'en contemporain, je pense, pour moi en tout cas, c'est une définition qui peut être assez large. Pour moi, un artiste contemporain, on a une question. Oui, quelqu'un veut réagir ? Non ? Oui, alors ça, je trouve que c'est un peu fort en café ce que vous dites, parce que quand on sait qui sont les propriétaires des maisons de vente aux enchères, je trouve ça très très bien que vous ayez des conventions morales, mais je doute franchement très sincèrement qu'il n'y ait pas de rapport entre un achat qui se fait d'une œuvre et qui va passer dans la collection des propriétaires des deux maisons dont vous parlez et de vente aux enchères qui se font par après. Si je peux répondre, évidemment, on sait que M. Pinault, qui est propriétaire de Christie's, il est collectionneur de plusieurs artistes contemporains. Mais moi, je ne peux pas citer une œuvre qui a été vendue, disons, en 2013, qui a été créée en 2013, ou qui a été vendue en 2010, qui a été créée en 2010. Quand je parle de convention de ne pas vendre de l'art contemporain actuel, je veux dire qu'on ne rentre pas sur le territoire de ce qui est occupé par les artistes et les galeries qui travaillent quand même sur l'actuel. Mais évidemment, on est là sur le second marché qui peut être très rapidement présent. Mais voilà, moi je cite une période peut-être de 2 ans, 2-3 ans entre la production d'une œuvre et son apparence aux maisons de vente. Oui, le temps a tendance à quand même à se raccourcir parce que l'autoportrait, c'était Freud, hein, c'est ça ? Il est mort quand, Freud ? Il est mort l'année dernière. Il est mort l'année dernière, donc... mais le dessin a été créé en 54. Ah, en 54. D'accord. Et il est sorti quand, ce dessin ? Dans notre vente. Pour la vente. Il était où avant ce dessin ? Chez un collectionneur. Chez un collectionneur, d'accord. Depuis 50 et quelques années. Et c'est parce que c'est Freud que le dessin est sorti, qu'il a été mis en vente, ou c'est parce qu'on sent qu'il y a un marché qui progresse s'agissant du dessin ? Pour moi, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Oui. S'agissant de la fabrication des prix, Nathalie et après François, donc si j'ai bien compris, vous achetez à la fois des œuvres d'art contemporain, peinture, installation, vidéo et puis des dessins. Est-ce que vous avez le sentiment, alors on a bien compris qu'il y avait un zéro de moins pour les dessins par rapport à un tableau, en tout cas pour le même artiste. Est-ce que sur la fabrication de la valeur et donc la fabrication du prix, vous avez le sentiment que c'est la même mécanique pour le dessin que pour une installation, ou que c'est finalement le médium reste encore très spécifique et que du coup la fabrication du prix est encore différente ? Question un peu technique. Alors, moi je crois qu'il n'y a pas vraiment de différence, mais en tant que simple collectionneur, mes choix aujourd'hui sont sur des choix d'artistes jeunes.
Donc c'est sur du contemporain, mais du très contemporain. Hein. C'est pas la définition de la maison de vente, mais disons que ça veut dire que, par exemple, l'essentiel des œuvres que j'achète, moi, sont sur le marché primaire. Donc ça change absolument tout. Il y a le marché secondaire et les ventes aux enchères, et puis il y a le marché primaire qui est celui des galeries, des gens qui sont pour nous un sourcing. Et là, il y a un prix qui s'établit. Et là, je pense que la construction du prix, que ce soit pour un dessin ou pour une sculpture ou pour une installation, elle se construit de la même façon. Il y a un réseau. Il y a l'artiste, qui il est, quel est qu'est-ce qu'il a fait, quelles sont ses expositions, comment il est vu et perçu par l'institution. C'est ce que j'appelle un réseau d'information. Et puis finalement, il y a une cote qui s'établit au primaire, qui est en fait le prix que définit la galerie et les collectionneurs. Et je crois que ce marché du dessin, mais aussi de l'art contemporain de jeunes artistes, il n'est pas sauf exception bien sûr, tellement représenté sur le marché secondaire et auprès des maisons de vente. J'ai fait un petit exercice avant d'arriver, j'ai regardé, puisqu'on parlait du dessin, tous les nommés et nominés au prix du dessin, alors que ce soit Guerlain, Drawing Now, et puis après j'étais regardé sur Artprice, mais il n'y en a pas un, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est assez logique. Alors peut-être que dans quelques années... oui, ça sera un signe de reconnaissance et de validation quand ça passera chez Christie's ou Sotheby's. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas de marché. Ils en ont un, mais c'est un marché primaire, c'est un marché de galeries, c'est un marché de collectionneurs. François-Michel, une question un peu difficile, d'autant que je ne vous ai pas prévenu de la question. Le fait que le marché crée l'offre et qu'on voit qu'il y a de plus en plus de collectionneurs, de jeunes collectionneurs qui démarrent une collection d'art contemporain à travers le dessin. Tudor nous disait tout à l'heure que même les institutions aujourd'hui allaient se tourner vers le dessin pour, compte tenu de leurs contraintes budgétaires, pouvoir acquérir de nouvelles œuvres. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation pour les artistes, je vais être un peu brutal, hein, de mettre sur le marché des dessins qui n'auraient peut-être pas eu leur statut d'œuvre d'art, qui n'auraient peut-être pas spontanément mis en vente s'il n'y avait pas eu cet engouement pour le dessin, et qu'on se retrouve finalement avec beaucoup d'œuvres non abouties, des work in progress comme vous les appréciez, et qui n'auraient peut-être pas eu leur place sur le marché il y a 10 ans s'il n'y avait pas aujourd'hui ce développement des galeries et des salons du dessin. Oui, peut-être, mais... on m'entend ? Oui. Je voudrais dire en fait que le marché est très divers. Si on s'intéresse effectivement aux jeunes artistes, le dessin est peu cher, abordable, et on peut trouver vraiment des pièces formidables. Ensuite, il y a le petit cercle des artistes qui sont montés d'une façon plus ou moins artificielle, notamment par les maisons de vente, c'est évident. Donc il y a une sorte d'emballement, mais c'est un emballement assez artificiel en fait, qui ne touche qu'une petite catégorie d'artistes et qu'un petit nombre d'artistes. Des noms. si, allez, on est entre nous. On les connaît. Mais, non, on les connaît pas, allez-y. Aussi, dans l'acquisition, en fait, quand on fait un choix... comme on le fait nous, de créer un ensemble, de rechercher un peu quel est l'univers de l'artiste, comment il élabore son œuvre, etc. Je trouve que il n'y a pas de petites feuilles et de moyennes feuilles ou de bonnes feuilles en fait. C'est en fait l'intérêt du dessin par rapport à son travail et par rapport à son œuvre. Peut-être que évidemment l'emballement du marché général, on voit peut-être davantage de choses médiocres. On voit aussi davantage de choses qui sont de très bonne qualité. C'est aux collectionneurs de choisir et de faire le tri. Et aujourd'hui, le tri, ici on a beaucoup de choses de présenter. Chacun fait son tri suivant son œil. Il ne m'appartient pas de dire si telle chose ou telle chose est mauvaise. Il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressent absolument pas, mais c'est moi personnellement. Parce que vous êtes capable de dire que ça c'est bien ou ça c'est pas bien quand même. Dans le dessin, particulièrement, il y a quelque chose d'intime aussi.
Hein, c'est vrai que on a une approche justement qui aborde le temps, qui aborde la connaissance aussi, peut-être approfondie du travail de l'artiste. Un dessin se lit pas comme ça spontanément. Ou alors il faut craindre. Moi j'aime bien des artistes qui sont un peu pas compliqués, mais qui se découvrent pas comme ça d'un premier coup d'œil, en fait. Et les œuvres en général, d'ailleurs, que ce soit une installation ou une photo. C'est rare d'acheter une pièce comme ça au premier coup d'œil. Il faut un peu cataloguer, il faut un peu lire, il faut voir et revoir, il faut beaucoup marcher. Hein, les collectionneurs marchent beaucoup, voyagent beaucoup, comparent. Je sais qu'aujourd'hui il y a un emballement, mais ça c'est pas du tout mon genre de fonctionnement. Je fonctionne pas du tout avec des oreilles et je fonctionne plutôt avec mes pieds, quoi, et surtout avec mes yeux. Voilà. Et est-ce que le choix de... Je pense qu'évidemment, quand il y a une niche, quand il y a un filon, tout le monde s'y engouffre, et les maisons de vente vont s'engouffrer dans ce filon. Et il y a des choses qui seront bonnes et moins bonnes, mais ça, c'est aux collectionneurs de faire le tri. Et c'est ce qui est vraiment passionnant, en fait, dans notre cas, c'est de faire le tri entre les choses, quoi. Les bons collectionneurs. Mais Nathalie, est-ce qu'il n'y a pas un effet relique? Je vais préciser ce que j'appelle relique. Un grand nom qui fait un dessin. Prenez Picasso. Le moins de petits crebards, s'il est Picasso sur une feuille de papier, ça vaut tout de suite combien, Tudor? 1500 €. Bon, c'est pas mal. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas la tentation pour les grands artistes, pour certains grands artistes du moment, de faire quelques petits dessins et puis de les mettre sur le marché, de les signer parce que ça porte une marque, ça porte un nom et que le marché a tellement besoin de chair fraîche qu'on va dépenser 1500 € pour avoir la signature de Jeff Koons. Je comprends parfaitement ce que vous dites, et certainement cette tentation existe, et certainement ce genre de pièce doit exister, mais je rejoins mon voisin. Moi, je crois qu'il y a de bons artistes, de bons galeristes et de bons collectionneurs. Et puis, il y a aussi... Voilà, c'est tout. Donc, un artiste qui est tenté... Je dirais que pourquoi pas, j'espère que pour lui ça marchera, j'ai pas mais je pense que quelqu'un qui s'inscrit dans la durée, qui travaille avec sérieux, avec passion et avec cœur, un artiste sérieux va pas être tenté de faire ce genre de choses, je crois pas. C'est la même chose, il y a aussi des collectionneurs, et ça il y en a de toutes sortes, qui vont être tentés d'acheter parce que c'est Picasso, un mauvais Picasso, à un prix faible, ou le moment de la tendance. Est-ce que ça fait de ce collectionneur un bon collectionneur? Je ne sais pas, enfin je ne crois pas. Je pense qu'on peut se tromper quand on est un collectionneur et faire des erreurs, on en fait tout le temps. Mais il y a une chose qui, pour moi, compte, c'est la sincérité quand il y a un acte d'achat. Il y a effectivement, comme vous disiez, une analyse, une étude, un temps, et puis une décision. Après, on peut s'être trompé, et entre les choses qu'on a achetées il y a 10 ans et ce qu'on fait aujourd'hui, on constate qu'il y a des choses qu'on ne regarde plus, et ben voilà, c'est écarté. Mais à chaque fois, le choix a été fait avec l'esprit, le cœur, l'effort, et voilà. Et pour un artiste, je pense que c'est pareil, il travaille avec son esprit, et puis si un jour il est tenté de produire, c'est son risque. Au fond, il y a deux segments de marché. Il y a le segment des reliques, où on achète finalement une signature, même si elle n'a pas beaucoup de valeur esthétique. Et là, vous dites finalement le jugement du temps fera que cette œuvre-là n'aura pas d'autre valeur que le nom de la signature. Et puis il y a les œuvres véritables qui sont sur la durée et qui, elles, seront sanctifiées, pour rester dans un vocabulaire liturgique, par le marché. Je dirais que c'est un peu le risque sur le dessin, parce que la tentation est grande. Quand vous avez un artiste qui est je parle des artistes contemporains, un artiste qui est connu, qui a un programme large, et par exemple sa spécificité pourrait être la vidéo et la sculpture. C'est tentant effectivement, et pour le galeriste et pour l'artiste, pour vendre, de faire un petit dessin sur le côté. Voilà. A priori, le sérieux du collectionneur et de la collection, c'est de savoir dans le travail d'un artiste ce qui est le plus représentatif et pourquoi on l'acquiert. Si le dessin est pertinent, si c'est important dans le travail de l'artiste, le dessin a toute sa valeur, évidemment.
et même si il n'a pas été payé des fortunes, évidemment aussi. Donc de même qu'il y a deux segments de marché, il y a deux types de collectionneurs, ceux qui ont un œil et ceux qui n'en ont pas. Tudor, je sais que vous n'êtes pas spécialiste d'art contemporain, mais je ne voudrais pas vous piéger, d'autant que je ne vous ai pas prévenu de la question. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout un certain type de dessin qui passe en salle des ventes? Je pense au dessin de Christo. Où est-ce qu'on est là quand Christo va mettre sur le marché les dessins préparatoires pour ses emballages ou emballements, je ne sais pas comment on dit, du pont de Berlin, du pont Neuf, ce qu'il a fait à Central Park. Là, on est dans un dessin. Dans quelle catégorie on se situe, sachant que ces dessins-là, ils passent en salle des ventes et je crois que eux, pour le coup, il y a au moins 5-0. Donc, si la question c'est est-ce qu'on catégorise les œuvres, disons, d'atelier, donc qui ne sont pas forcément produits par l'artiste, mais qui font partie d'un projet, que ce soit un petit projet ou un très grand projet, est-ce qu'on catégorise ça un dessin original de l'artiste ou autre? Et je pense que d'ailleurs, ça n'attache pas simplement à Christo, mais je pense à beaucoup d'artistes contemporains qui travaillent, Jeff Koons, etc. C'est pas forcément, pour moi, c'est pas une question qui se pose que maintenant. Enfin, les artistes qui ont réussi, ils ont toujours travaillé dans les studios, ils ont toujours on pense à la Renaissance italienne, etc. La question reste la même chose, et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant dans le marché, c'est que heureusement, on est obligé de garder un certain côté expertise, de côté professionnel, justement pour expliquer aux gens quel est le rôle de l'artiste dans une production, que c'est normal que cet artiste soit entouré par d'autres professionnels et que pour réaliser ces projets, que ce soit Central Park ou autre, Christo, c'est sa façon de travailler. Et pour moi, ça ne me pose aucun problème de vendre un dessin de Christo en tant que Christo, même si lui, personnellement, sa contribution, c'était plutôt la conception que la production. Merci Tudor. Où est-ce qu'on est, François-Michel, avec ces dessins de Christo? Dans quelle catégorie on est? Éclairez-nous. Enfin, moi, je pense que ce sont effectivement des œuvres originales, comme sont les œuvres de Sol Lewitt, par exemple, qui sont... Sol Lewitt avait un grand atelier, et les gouaches de Sol Lewitt, où beaucoup de ses dessins, en fait, ne sont pas des dessins de sa main, en fait. Ce sont des dessins conçus en atelier. C'est une pratique éminemment contemporaine, et contemporaine et aussi ancienne. Il ne faut pas oublier évidemment les ateliers de Rubens ou des familles d'artistes comme les Bruegel ou les Bassano pendant la Renaissance. C'est absolument pas nouveau, ça. Oui, mais sauf que là, on a quand même le sentiment, pardon, je vous coupe, on a quand même le sentiment que Christo et Jeanne-Claude font leur argent, si je puis dire, en vendant les dessins préparatoires pour financer le... En fait, je crois que c'est clairement dit, d'ailleurs. En fait, ils financent les installations gigantesques par la vente de ces œuvres. Qui ne sont pas des œuvres préparatoires. Mais c'est pas passionnant sur le plan esthétique en plus ce qu'on achète. Vous trouvez? Oui, moi aussi je trouve que bon, on les retrouve à foison évidemment, mais c'est parce qu'on est dans le processus de leur création aussi. On sait que finalement l'aboutissement, c'est l'emballage du Pont Neuf. Est-ce que ça manque pas un peu d'authenticité quand même, ce processus de création parce que vous entendez par authenticité fait par la main de l'artiste. C'est ça le problème. En partie, oui. Et moi je trouve qu'il y a un processus créatif qui ne passe pas forcément par la main de l'artiste, mais par sa pensée, ce qui est bien plus intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vais juste vous donner l'exemple, par exemple, des dessins de Sol Lewitt, des wall drawings. Aujourd'hui, l'artiste est mort, c'est un protocole. C'est une instruction de faire un petit carré d'1 centimètre avec une diagonale. Et ce sont des élèves des écoles d'art. L'année dernière, il y avait une sublime exposition à Pompidou-Metz où il y a eu des murs entiers dessinés par des étudiants d'école des beaux-arts. Et pourtant, c'est pas l'original, c'est pas la copie, ce sont parfois même des éditions. Le dessin peut être très conceptuel.
C'est une partie de sa contemporanéité, mais c'est pas si moderne que ça. C'est aussi très ancien. C'est qu'il peut simplement être conceptuel, mais c'est intelligent. Bon, François Michel, je vais quand même essayer de vous faire sortir de votre gond sur une autre question. Des dessins de cristaux, on va aller aux planches de BD. Je réfléchissais à ce marché et on en a parlé ensemble. Hein. Stricto sensu, une planche originale de BD, c'est un dessin. C'est un dessin sur une feuille de papier, c'est colorié, voilà. J'ai le sentiment, je voudrais avoir votre avis là-dessus, et puis après à Nathalie et à Tudor, j'ai le sentiment que les planches de BD originales restent dans une catégorie un petit peu à part. Même je sais que malgré tout qu'à l'étage, il y a 2 ou 3 galeries qui présentent des planches originales de BD. Est-ce qu'on n'est pas quand même dans une catégorie à part? Et mon cher Tudor, je vous signale que de plus en plus les maisons de vente organisent des catalogues spécifiques sur les planches originales de BD. Donc vous voyez que là et sur des dessinateurs de BD très contemporains, hein, et pas simplement les planches originales d'Hergé, on a un Kibilal et d'autres qui sont aujourd'hui dans des ventes thématiques. Donc François Michel, dites-nous ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'en fait, c'est un segment, ça aussi. C'est un filon, en fait. Moi, franchement, ça m'intéresse pas beaucoup, les dessins de BD. Vous m'aviez dit autre chose au téléphone. Et on appelle ça le 9e art. Donc, voilà, on va pas faire les catégories à l'ancienne, architecture, sculpture, peinture, etc. Mais tout de même, enfin, pour moi, il y a des pièces là-haut de Guéluc, notamment, pour tout dire, qui me dépassent complètement par leur médiocrité, en fait. C'est ça. Alors, je le note, médiocrité. Moi, je pense que... Enfin, moi, c'est une chose qui ne m'intéresse pas vraiment. Et ça, c'est vraiment le fruit du marché. Et que les maisons de vente, excusez-moi, mais s'y engouffrent, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. J'avais dit que j'arriverais à se faire sortir de ces gonds. Alors, effectivement, aujourd'hui, les pratiques sont transversales. Bon. Certains artistes ont fait peut-être de la BD aussi, je pense à certains artistes américains, et c'est ce qui est le plus intéressant. Mais donc, vendre une planche... Il y a beaucoup d'artistes qui sont passés par l'illustration des journaux et des livres aussi. Hein. Oui, mais aussi, ce qui est différent, c'est qu'un artiste qui s'inspire d'une BD, ou pour la démonter, ou pour la transgresser, ou pour en faire autre chose comme les pop artistes, ou comme certains artistes d'aujourd'hui. C'est une chose d'avoir un œil sur une chose, c'est un regard sur un objet particulier, mais la BD en tant que telle, sauf certains... je ne parle pas de la BD, je parle des planches originales. Oui, enfin, les planches originales, je trouve que là, vraiment, on est en face, justement, du marché, du second marché dans toute sa splendeur, en fait. Et d'ailleurs, j'espère au moins que les dessinateurs ont leur compte dans cette économie-là. Ils trouvent leur compte, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Ils trouvent leur compte. Ouais. Nathalie, est-ce que vous avez envie de réagir sur... Non, vous n'avez pas envie de réagir? Si, allez, vous avez certainement un avis sur les planches originales de BD. Est-ce que ça rentre dans la catégorie des dessins contemporains? Pas pour moi, mais je n'ai pas de jugement de valeur sur la question. Je sais qu'il y a un marché, qu'il se développe et qu'il est assez florissant. Mais pour moi, il explose. Hein. Oui, il explose. En même temps. D'ailleurs, excusez-moi de vous couper, à telle enseigne, d'ailleurs que même réflexion que je faisais tout à l'heure pour les salons, l'explosion du marché de la BD fait qu'il y a de plus en plus de planches originales qui sortent des ateliers des dessinateurs et qui sont mis en vente, en particulier aux enchères. Pardon. C'est pour moi comment dirais-je, un élément sur lequel il y a un marché, il y a une offre, il y a une demande. Maintenant, moi, je partage assez l'avis de monsieur. Après, le débat est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art, hein? Qu'est-ce que c'est qu'un dessin? Donc, sans rentrer là-dedans, pour moi, en tout cas, un dessin qui retient mon attention, c'est quelque chose où il y a... où je peux lire un décalage, où ça m'amène quelque part. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. On peut utiliser, comme les artistes pop, on peut utiliser la bande dessinée, on peut utiliser l'animation, le collage, tout ce qu'on veut. Mais ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, le regardeur est transporté vers quelque chose qui n'était pas la première image, la première idée.
c'est le déplacement conceptuel. Et ça, moi, je crois que dans la BD, il n'y a pas. Donc, dans la petite définition de petit collectionneur, je ne considère pas que ce soit, entre guillemets, du champien. C'est-à-dire, ça ne m'amène nulle part. Moi, j'ai besoin, quand je regarde quelque chose, comment dirais-je, que l'œuvre, effectivement, m'amène une sorte de décalage. Décalage qui Voilà. vous incite à penser cette irritation. Voilà. Et dans la BD, c'est direct, c'est narratif, c'est ce que c'est. C'est je vois ce que je vois. Ce qui n'est pas le cas dans ce que je pense être un dessin qui va m'attirer. C'est trop immédiat et littéral, d'une certaine façon. Tudor, vous avez envie de réagir sur le BD? À la fois, je suis bien placé pour parler de ça et en même temps très mal placé parce que le BD, en fait, c'est pas du tout une tradition anglo-saxon. Ça n'existe quasiment pas. Ah bon? Que ce soit en Angleterre, enfin si, pardon, pas anglo-saxon, je dirais britannique, parce qu'évidemment aux États-Unis ça existe. Donc quand je suis en France, je sens un phénomène culturel qui me dépasse un tout petit peu. Par contre, professionnellement, donc Christie's, effectivement, on organise la semaine prochaine notre première vente à Paris de bande dessinée et de planches originales. Donnez les jours. Le 4 avril, ce qui doit être jeudi prochain, enfin, la semaine prochaine. Et je pense, donc c'est un catalogue qui réunit 360 numéros. Et je pense qu'à l'intérieur de ces 360 numéros, on est quand même capable de faire un choix en tant que ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Moi, par contre, en tant qu'expert, si je peux le dire, expert en dessin, je serais totalement incapable d'organiser une vente de BD, simplement parce que ce n'est absolument pas le même marché. Je serais étonné même s'il y avait des gens qui étaient actifs dans cette vente, qui étaient également actifs dans ma vente de dessin que j'ai fait cette semaine. Je pense que ou même plus largement d'art contemporain. Peut-être qu'on pourrait considérer que le marché des planches originales de BD, il est surtout constitué des acheteurs de BD. C'est des gens qui sont passionnés par le sujet. Et d'ailleurs, je trouve que les artistes sont des artistes qui sont extrêmement intéressants dans la production de leurs œuvres. Mais je suis d'accord que pour moi, ce n'est pas la même approche, ce n'est pas la même conception et ce n'est pas le même marché que les dessins. Mais ce qui est intéressant quand même pour un marchand comme vous, dans le sens noble du terme, c'est que au fond, ça crée un marché, puisque peut-être qu'un collectionneur de BD n'est pas forcément un collectionneur d'art contemporain, mais de la BD, il va glisser vers la planche originale, et puis de la planche originale, il va glisser vers un dessin un peu plus décalé, pour reprendre l'expression de Nathalie. Et du coup, on va vous allez vous créer un marché de nouveaux collectionneurs. Oui, mais de toute façon, chez Christie's, ce qu'on aperçoit, c'est que les collectionneurs sont de facto actifs dans différentes disciplines. Donc de plus en plus d'ailleurs, et de moins en moins spécialisés dans les disciplines. C'est fini, je pense, les jours où les gens achètent que de l'art impressionniste, que de l'art moderne, que de l'art contemporain, que de la BD, que du mobilier 18e. L'éclectisme, c'est vraiment ce que vous ressentez aujourd'hui. Par contre, il est important, je pense, de garder en termes de spécialité, d'expertise, etc., une organisation autour de ces disciplines, parce que, comme je disais, moi je serais incapable d'éditer un catalogue de BD comme je suis incapable d'éditer un catalogue de mobilier 18e. Pour moi, c'est la même question. Il y a autant de différences donc entre un mobilier 18e et entre une planche de BD et un dessin de Freud. Est-ce que vous avez envie de réagir, mesdames et messieurs, de poser des questions à nos intervenants ? Je voulais connaître votre relation avec les artistes. Est-ce que vous passez dans les ateliers? Est-ce que vous achetez toujours des œuvres en passant par des galeries? Est-ce qu'il vous arrive de repérer un artiste et d'inverser la vapeur, de le présenter vous à des galeries, d'avoir un regard sur un travail qui n'a pas été justement validé Alors, question peut-être parce qu'on n'a pas très bien entendu la question. Est-ce que Madame demande, Madame d'ailleurs vous êtes Audrey Marek. Madame demande si les collectionneurs font un travail de défrichage, vont dans les ateliers, repérer les œuvres d'artistes. Alors, ça c'est... Dans la vie d'un collectionneur, il y a différentes étapes. Et c'est vrai que moi, ça fait à peu près 25 ans que je collectionne, même un peu plus.
au départ de ma collection, il y avait une sorte de boulimie et donc on a beaucoup visité l'atelier. Mais ensuite, en fait, on s'est aperçu que le marchand n'était pas seulement un marchand, mais aussi c'était celui qui était capable de révéler une œuvre, de la présenter, de l'expliquer, et qu'en fait, à mes yeux, c'était un filtre assez important par rapport au travail d'un artiste. Et puis quelquefois, je pense que au départ, j'aimais beaucoup m'entretenir, connaître vraiment les artistes, etc. Et peut-être plus ça va, moins on aime finalement cette proximité-là. Je trouve que c'est peut-être plus intéressant d'avoir une distance avec les artistes. C'est pas vrai tout le temps, hein, parce que avec un petit noyau dur d'artistes que j'aime beaucoup, on est très très proches, même vraiment très proches. Mais d'une manière générale, je m'aperçois peut-être aussi, c'est le décalage, comme je m'intéresse beaucoup plutôt aux jeunes artistes, c'est le décalage peut-être de l'âge aussi qui fait ça, mais on n'a pas toujours besoin d'aller dans les ateliers et de connaître vraiment les artistes. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les modes d'achat de François Michel, je vous invite à lire cet excellent ouvrage de Anne-Martin Fugier, qui a sorti une trilogie et qui il y a 2 ans à peu près, ou 1 an, a interviewé un certain nombre de collectionneurs, et vous en faites partie, François Michel, et vous vous êtes livré, je crois, spontanément, sans censure ni autocensure. Sans relecture, voilà, ce qui n'est pas tout à fait... Mais en tout cas, ça a donné de la spontanéité à ce livre que j'ai trouvé très, très frais et très sympathique. Et donc, on sait à peu près tout de vos modes d'achat si on consulte cet ouvrage. Vous souhaitiez répondre aussi, Nathalie, à la question de madame ? Oui. Je pense que chaque collectionneur a une approche tellement personnelle et tellement différente qu'il n'y a vraiment pas de règle. Moi, j'ai un rapport aux pièces et à l'œuvre, beaucoup plus qu'à l'artiste. Et depuis le départ, à la limite, dans certains cas, ça m'a desservi de rencontrer et de connaître l'artiste. Voilà. Après, la réalité, c'est que quand on collectionne longtemps, on finit par connaître un certain nombre d'artistes qui sont des artistes de la collection, mais pour moi, c'est pas la majeure. La majeure, c'est mon histoire entre la pièce et le travail, ce que ça m'inspire, pourquoi, quelle est la ligne dans ma collection. Alors, parfois, c'est merveilleux de connaître l'artiste, et parfois, c'est presque décevant, quoi. C'est un peu... Voilà. Non, mais c'est tout à fait respectable. D'autres questions ? Très bien, mais écoutez, je vous remercie d'avoir participé si attentivement à cette table ronde, et je remercie évidemment nos intervenants d'avoir brillamment participé et livré leurs secrets les plus intimes. Merci encore.